bienvenue, Jean-Marie. Alors c'est Ezio, le Z se prononce Ezio, mais autrement pour l'accent c'est bon. Voilà, j'essaye. Alors Jean-Marie, on est ravis parce que votre ouvrage, voilà, vous parlez de cette histoire du passé qui est très actuelle. On échangeait un petit peu avant parce que avoir envie de vivre un monde meilleur, une vie meilleure pour soi, sa famille, voilà, ça c'est un sujet, c'est l'histoire qui se répète. Mais peut-être faire un point d'histoire. Je le disais également avec le Rami, on avait étudié justement toutes les récentes immigrations, puis on avait abordé bien sûr l'immigration italienne, mais sans entrer dans le détail. Et en cherchant, j'avoue, je me suis perdu parce que l'histoire c'est tellement passionnant. Donc avant de rentrer dans cette histoire singulière, on peut peut-être faire un petit point de situation voilà, sur cette immigration italienne qui a été l'une des plus importantes en nombre. Alors on va pas revenir sur la gueule cisalpine et les gueules transalpines, mais au moins sur la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en contextualisé si vous voulez bien. Oui, il y a eu très vite, il y a eu deux types d'immigration. La première, à la fin du 19e, début du 20e, c'était une immigration économique. Tout simplement parce que les familles italiennes étaient très nombreuses, elles travaillaient la terre, il n'y avait pas l'essor industriel dans le nord de l'Italie, la plaine du Pô était très fertile, mais si je prends l'exemple de mes grands-parents, il y avait 9 frères et sœurs et une propriété de 11 hectares. Donc forcément, il fallait que, en dehors de de celui qui reprenait la propriété, les autres puissent aller travailler ailleurs. C'est ce que j'appelle. Et la deuxième vague, on l'a oublié, dans les années 20, c'est la vague des gens qui fuyaient Mussolini. Dans le livre, il y a un épisode là-dessus. Ces gens qui fuyaient Mussolini et qui étaient une immigration politique. L'immigration italienne a été en Gironde la première importante en nombre et elle a constitué le premier apport de population qui a considérablement servi après la guerre 14-18. Ensuite est arrivé dans l'ordre les Espagnols, les Portugais, les Polonais, et les Marocains, les Algériens, etc. Mais ça a été la première immigration girondine, celle des Italiens, qui sont arrivés notamment dans l'entre-deux-mer par le Lot-et-Garonne. Alors juste peut-être revenir, et puis on va parler bien sûr du roman. C'est vrai que 1920, la date que vous citez, et puis en cherchant, il y a bien sûr Benito Mussolini, pas quand même bien sûr son œuvre, mais voilà, donc certains, l'immigration, ça peut être lié à l'économie, ce dont vous parlez, mais surtout politique, et puis 1920, ces périodes-là, c'est l'entre-deux-guerres. Il fallait reconstruire également la France, c'est tout un contexte. C'est tout un contexte qui a fait cette immigration. L'immigration politique, elle était incontestable. Il ne faut pas croire que tous les Italiens étaient des admirateurs de Benito Mussolini. D'autant plus que dans le livre, il y a un passage très prenant où Ezio est obligé de s'enfuir d'Italie parce qu'il va être incorporé d'office. On oublie ça, c'est que Mussolini avait fait la chasse aux Italiens immigrés et qu'il voulait rapatrier dans son pays. Et il a stoppé l'immigration puisqu'il avait besoin entre guillemets, de chair à canon, en particulier pour l'Abyssinie. Et dont les Italiens ont été happés. Et le premier qui est happé, c'est mon grand-père, Silvio, qui est reparti faire la guerre 14-18 en Italie, comme le père d'Ezio repart en Italie faire la guerre 14-18. Donc c'est vrai que la France a profité de cet apport de population italienne, et notamment dans deux secteurs d'activité clés, qui ont été le secteur de l'agriculture. Ils ont eu une grosse influence sur l'entre-deux-mer, sur le vin blanc en particulier. Et le deuxième aspect, c'est les maçons, c'est-à-dire c'est eux qui ont reconstruit la France d'après-guerre, grâce à une technique qu'ils ont importée en France, qui est le béton armé. C'est les Italiens qui ont amené le béton armé en France et qui ont fait les grandes entreprises de béton armé. Et une grande part des ports, des châteaux d'eau, des constructions bordelaises sont faites par des Italiens et des entreprises qui existent encore, Di Matteo, Novello, Graziana, enfin tout un tas d'entreprises qui ont été fondatrices de l'apport du béton armé dans l'histoire de la France. Et donc c'est une immigration positive, sauf qu'elle s'est heurtée au même problème. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que l'immigration, c'est un problème permanent. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans notre société actuellement. Ça a toujours été les mêmes causes et les mêmes effets. Oui, je vous disais par exemple, c'est vrai que quand on parle de racisme, quand on voit rien que la photo que vous avez communiquée sur une devanture de café à cette époque interdite aux chiens, aux Italiens. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Oui, ce qui me frappe, c'est que j'ai vécu dans un village où il y avait les Cornaglia, les Faletti, les Darmian, les Bazo, il y avait tout un tas de familles italiennes, puisque tous étaient domestiques agricoles.
Et je dis bien, ils étaient domestiques agricoles, ils n'étaient pas forcément, ils s'étaient sortis après l'affaire en devenant préfecteurs, fermiers et l'ascension sociale propriétaire ou artisan. Mais je me souviens bien du mot macaroni. J'ai été un peu froissé de la déclaration d'une députée européenne de la France Insoumise qui dit macaroni, c'est pas une injure raciste. Moi je veux bien, mais si elle avait subi ce que qu'est une cour de récréation française dans les années 50, elle n'aurait peut-être pas eu la même approche. Macaroni, c'était bien une insulte. Lorsqu'on disait à mon père qu'il était macaroni et qu'il bouffait l'argent, le pain des Français. Oui, ça, c'est des expressions qu'on pouvait trouver. Rital, c'était gentil, Rital. Macaroni, oui, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que macaroni, bon, ça a une connotation péjorative. Oui. Péjorative, puis la violence des mots, hein, parce que là, c'est vrai que quand on est dans une cour de récréation. Il n'y a rien de pire que les enfants. Un enfant est très cruel vis-à-vis de notre enfant. Et même actuellement, dans les cours de maternelle, si on observe bien ou si on écoute bien, on trouve quand même des comportements qui reflètent en fait le comportement familial. Mais il ne faut pas dire que le racisme anti-italien, le racisme anti-espagnol, les espadres, bon voilà, il y a eu aussi les Polacs, voilà, il y a eu un racisme toujours qui a existé, sauf que le système médiatique faisait que ces insultes restaient dans un milieu très restreint. Maintenant, elles peuvent prendre des proportions en quelques minutes et devenir des affaires d'État, mais à l'époque, on faisait le dos rond et on continuait à bosser, quoi. Alors, Lennevi d'Ezio, je sais que pour l'accent, vous avez vu Jean-Marie. C'est bien. Alors, vous avez marqué roman, mais il y a d'autres histoires, de la grande histoire, une histoire singulière. Je dis que c'est un ensemble. Ezio, c'est l'histoire d'un homme qui se heurte à l'histoire des hommes. C'est-à-dire, il est immigré et il va traverser ce XXe siècle sans bien se rendre compte qu'en fait, il devient un zombie qui traverse une période, c'est-à-dire la guerre 14-18, l'ascension sociale, l'ascension scolaire qui est très dure pour lui. Il veut devenir médecin, absolument, il deviendra médecin. Il est envoyé au STO en Allemagne, il connaît les camps de concentration, il connaît les camps de travail, il revient chez lui, il s'intègre difficilement dans la vie sociale parce qu'il est très marqué par ce qu'il a vécu. Et je dis que son parcours, c'est exactement le parcours de n'importe quel immigré. Alors donc c'est un livre vrai, mais sur lequel j'ai intégré de la chair de plusieurs personnages et de plusieurs origines. C'est-à-dire que lui, son histoire est vraie. J'ai passé des heures avec cet homme-là qui était un homme extraordinairement attachant. Voilà, je suis très ému quand je parle de lui parce que il m'appelait monsieur le maire, moi je l'appelais docteur, on passait des heures ensemble, de Créon à l'époque, et cet homme-là était vécu comme quelqu'un de très dur, et en fait derrière ça, il avait traversé ces 9 vies qu'il avait marquées durablement. Et donc je suis sûr que quand je discute avec des mineurs non accompagnés, à son âge, à 80 ans, ces mineurs, ils auront exactement la même vie que lui. Exactement la même vie que lui. Vous parlez de vos origines en même temps. C'est sûr que j'y suis un peu dedans. Vous avez déjà parlé d'ailleurs de vos origines italiennes, parce que c'est vrai qu'on a toujours le plaisir de vous recevoir ici, puis on en dit toujours quelques mots. C'est la première fois que vous abordez. C'est la première fois que j'aborde ça. Oui. C'est la première fois que j'aborde ça parce que j'ai été dans la Sauterelle Bleue, j'ai été un peu pagnolesque, j'ai raconté un peu la vie de Sadirac dans le premier livre qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Mais il n'y avait pas la chair de celui-là. Celui-là, j'y mets un peu une transmission de quelque chose qui appartient à notre vie familiale. On est tous attachés à l'Italie. Vous savez que mon cousin, c'est la fierté familiale, joue à l'Inter et oui, je suis d'Italie. Voilà. Je ne sais plus combien ils sont. Oui, mais ils sont pas mal, ils sont en tête. La famille est très Inter de Milan, donc c'est rassurant. Oui, parce qu'à l'Inter, c'est Milan. On se parle quasiment tous les jours avec l'Italie, mais c'est vrai que je suis attaché à ça parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va, quoi. Voilà, je viens de ces racines-là, et mon grand-père, mon père, mon autre grand-père aussi, tout ça, c'était une ascension sociale. Lui, il devient médecin, moi je deviens instituteur, c'est plus modeste, mais n'empêche que le parcours est le même. Voilà, puis je cite en lisant, j'essaie de prendre plein de notes, j'ai mis du stabilo partout, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire.
Et quand vous parlez de son parcours à Ezio, je vous laisse prononcer son nom de famille. Ezio Badiana. Voilà, c'est mieux quand vous le lisez. Vous marquez héros malgré lui. Est-ce qu'on est un héros quand on essaie de voir une vie meilleure? Ça, Oui. on parle d'Ezio, mais c'est le cas de d'autres immigrés italiens, certes, qu'on met en avant, mais d'autres. À partir du moment où on résiste, on est un héros. Pour moi, l'héroïsme commence dans la résistance, c'est-à-dire la capacité qu'a un individu à résister, à être résilient par rapport à ce qui se passe. Lorsqu'il est dans le camp, lorsqu'il est envoyé au STO, c'est un traumatisme terrible pour lui, parce qu'il a été choisi parmi tous les médecins, et bizarrement, c'est le seul qui était italien qui a été envoyé en Allemagne. Et bien, il s'adapte. Et après, quand il est dans la mine de sel, puisqu'il est envoyé dans une mine de sel, il est condamné à mort et c'est muté. Je ne vais pas raconter le livre, mais quand il est à muter, il est résistant. Et tout homme qui résiste à la pression collective, tout homme qui résiste justement à ce racisme, tout homme qui résiste à la tentation de renoncer, pour moi c'est un héros. Renoncer, c'est déjà perdre une part de sa personnalité. Et lui, il ne la perd jamais. Il renonce jamais. Il renonce jamais. Et c'est ce qui va faire sa force, qui va lui permettre de traverser. Et si on veut réussir comme immigré, il ne faut jamais renoncer. Il faut être soi-même, mais il ne faut pas renoncer. Alors justement, si on faisait le parallèle avec la situation actuelle, je disais une histoire du passé très actuelle. J'ai repris dans un des points du communiqué, il y a toujours des similitudes. Pourtant, on a évolué, on est quand même Non, la société n'a pas évolué. Je vous disais que je m'occupe de mineurs non accompagnés au sein d'une grosse association nationale, la plus grosse c'est la LEFPA, qui est une association laïque, et je retrouve exactement ce que j'ai connu. Moi, je n'ai pas connu leur terrible vie, parce qu'ils ont tous une vie, toute vie d'un immigré actuellement qui arrive à mineur non accompagné peut faire un roman, c'est sûr, on peut en tirer le même roman, mais on trouverait les mêmes époques. Ils partent de chez eux avec l'espoir. Je n'ai jamais trouvé un migrant qui part de celui sans espoir. Il ne quitte pas sa famille, son village, ses amis, son contexte sans espoir. Il a l'espoir quoi? D'un monde meilleur. Meilleur parce qu'il est persécuté ou meilleur parce qu'il a envie de gagner sa vie et de nourrir sa famille. Et oui, c'est pas que pour soi-même. Mais non, jamais, jamais. Également pour sa famille qui souvent reste au pays. Je raconte des histoires vraies. J'entends tellement de bêtises sur les mineurs non accompagnés. C'est terrible. Un mineur non accompagné, qu'est-ce qu'il espère? Avoir 10 euros. Mais pourquoi il espère avoir 10 euros? C'est pas parce qu'il va aller acheter du Coca-Cola ou je sais pas quoi. Sur les 10 euros, il va en envoyer 9 immédiatement à sa famille par les systèmes d'envoi d'argent. C'est-à-dire qu'il devient un héros pour la famille, puisque c'est lui qui va nourrir la famille, c'est lui qui va faire vivre la famille. Et justement, c'est ça qui me frappe. C'est leur peur de ne pas être à la hauteur de leur départ. C'est-à-dire, ce qui frappe quand on discute avec eux, ils disent mais là-bas ils attendent quoi, que je devienne quelqu'un. Alors évidemment, leur rêve c'est quoi? C'est de devenir footballeur professionnel ou devenir basketteur professionnel ou de gagner beaucoup d'argent. Et par contre, quand on leur donne un bon métier et qu'ils gagnent un peu d'argent, 80% de l'argent, ils le renvoient là-bas. C'est ça qui me frappe, c'est cette volonté de devenir ce qui était le cas de mon grand-père ou d'Ezio, qui est de devenir quelque part le symbole de la réussite du pays qu'ils ont quitté. Et je raconte toujours cette histoire, quand mon grand-père, je l'accompagnais et revenait au pays, alors là, les francs coulaient à flot, parce qu'il voulait montrer justement qu'il n'était pas parti pour rien, il était parti parce qu'il était devenu quelqu'un. Ça, j'ai des exemples avec notamment le Portugal et autres, c'est montré qu'on a réussi, chacun le fait à sa manière. Alors, cet ouvrage sur roman, alors il est épuisé. Le premier tirage. Vous annoncez que voilà, il y a un second tirage qui arrive, et vous avez pu bien sûr le partager. Alors, au sein de votre sphère familiale, comment on a accueilli le livre avec bienveillance, certes, mais encore, parce que c'est l'histoire, on a un petit peu l'arme à l'œil quand. Ouais, voilà, je pense qu'il y a beaucoup. Voilà, c'est la force également du livre. J'ai reçu un formidable témoignage de quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup de respect, à qui je l'ai donné. C'est pas un Italien, c'est Jean Emer, qui était rédacteur en chef de Sud-Ouest Dimanche et qui était un journaliste pour lequel j'avais le plus grand respect, un homme de plume. Et lui, il a bien senti ce qu'il y avait dans la volonté de transmettre. La famille, tout le monde est content parce que ça casse pas des mythes, parce qu'il y a tellement de gens qui ont écrit. Cavana a écrit un merveilleux livre, Hérital, voilà, je ne veux pas dire que c'est pas légal. Mais cette forme de roman permet aux gens de dire, il y a quelqu'un qui a transmis quelque chose, quoi. Parce que là aussi,
il y a quelque part une tentation de dire je m'intègre donc je perds toutes mes racines, parce que c'est ça qu'on demande un peu. Hein. Si je parle arabe, ben, il faut que j'apprenne à plus parler arabe. Je lisais un texte hier soir de la Bibliothèque nationale sur les Bretons à qui on interdisait de parler breton. Ils étaient immigrés, langue locale, régionale, ils ont morflé quand même. Voilà. Et donc par rapport à ça, ils sont contents parce qu'il y a quelqu'un qui a transmis un parcours, une vie. Alors c'est une vie, c'est pas un exemple, c'est pas quelque chose, mais ça sert un peu de lien commun entre tout le monde. Vous avez appelé le mot transmission, c'est important la transmission. Hein. Capital. Parce qu'il y a une grande histoire, bien sûr. Hein. Avec Internet, on peut trouver plein d'infos, mais il y a une histoire singulière. Hein. Et quand on parlait d'ailleurs tout à l'heure, on a un petit peu échangé. Alors, où c'est qu'on pouvait retrouver les Italiens? Parce que c'est vrai qu'il y avait les quartiers de Bordeaux, alors le cours de l'Isère, c'est voilà, espagnol, voilà. Il n'y a jamais eu de quartier italien à Bordeaux. Hein. À Bordeaux, Intramuros, c'est plutôt l'entre-deux-mer. C'est l'entre-deux-mer, c'est les régions de Sauveterre, c'est la région de Montségur, la région de Pellegru, la région de Créon, et surtout la grosse colonie italienne, c'est le Gers et le Lot-et-Garonne. Et donc ils ont été cantonnés au milieu rural et ils se sont rapprochés de la ville et bizarrement ceux qui sont venus à Créon, les Rigaud, les Truands, tous sont... donc on retrouve dans l'histoire même après, parce que là, quand on ne parle de Rigaud, ça rappelle certains, voilà, certains de vos complices. Je disais toujours que quand on a fait partie des équipes municipales tous les deux depuis le début à Créon, mais quand je suis devenu maire élu premier adjoint, je vais vous dire, franchement, ce jour-là, allez, on va dire le mot, il y avait quelque part à la fois de la fierté, parce que c'était deux Italiens qui arrivaient aux commandes d'une ville dans laquelle ils n'ont pas toujours été considérés comme étant les références idéales. C'est pas une revanche, mais c'est quand même... je dis pas ce mot. Mais, bien sûr, les mots voilà, c'est important. Il ne faut pas dire en revanche, mais c'est vrai que ça a été pour nous une fierté, au moins une fierté. Jean-Marc avait plus son père, moi j'avais le mien. Mais je revois son visage, on ne peut pas imaginer ce que c'est que de voir. J'y pense toujours, hein, je pense toujours à ce qu'il dirait de ce que je fais. S'il lisait ce livre, le pauvre, malheureusement, je ne sais pas s'il aurait la capacité, parce qu'il n'avait pas été à l'école et c'était difficile pour lui ou très peu à l'école, voilà. Mais n'empêche qu'il aurait dit, il aurait été fier que je transmette une histoire qui correspondait à. Toutes les villes d'Italiens sont dans ce livre, mais évidemment, elles ne ressemblent pas toutes à cette histoire-là. Voilà. C'est vrai que j'ai trouvé avec ce livre déjà des échos. Zocchetto, qui a écrit un grand livre sur Postua, qui est un village extraordinaire du Piémont. Mais tous ces gens-là se reconnaissent dans ce parcours parce que c'est à une échelle diverse. On peut être médecin, mais on peut devenir un excellent carreleur. Voilà. On peut devenir un excellent maçon, on peut devenir un modeste instituteur, mais n'empêche que le jour où j'annonce à mon grand-père italien que je deviens instituteur, c'est mieux que la Légion d'honneur pour lui. C'est la récompense de dire moi je peux revenir en Italie, quoi. Voilà. Mon petit-fils est devenu instituteur, pour lui c'était et puis mon cousin Jean-Michel, que j'adore, est devenu instituteur à son tour, alors là c'était l'idéal pour lui, quoi. Là, c'est pour ça qu'il y a l'émotion dans cette moi j'ai même d'en parler avec vos proches, petit enfant, je crois que votre petit-fils s'appelle Ezio. C'est pas par hasard. Oui, ça, j'ai choisi ce prénom. Bien sûr. Alors là, c'est vrai qu'on est sur un temps info, mais j'espère qu'avec Adèle, directeur de la radio, qui enchanté la mémoire, il y aurait tellement encore de choses à dire que c'est difficile de parler sans trop en dévoiler non plus. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour compléter, étayer vos propos sur la vie des dieux, sans dévoiler bien sûr le roman que vous citez à lire. Moi je citerai la phrase que m'a envoyée une dame anonyme, pas quelqu'un de très connu, qui m'a envoyé ce livre. Elle m'a dit j'ai eu un problème avec votre livre, quand je l'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. Bon, c'est un bon signe. C'est bon signe, c'est-à-dire que dans chaque vie, il faut aller jusqu'au bout pour savoir ce qui va se passer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces vie, elles ont existé. Donc voilà, c'est un roman, mais c'est vrai que quand on commence à la première, on n'a pas l'impression que. Puis il arrive la mort de son père, enfin, il y a tout un tas de choses qui se produisent qui ont changé la vie. Et cet homme-là, il est mort. Je n'ai pas écrit ce livre avant parce que ça aurait été pour lui. Il n'aurait jamais accepté parce que ça ne correspondait pas à sa philosophie.
Mais n'empêche qu'il méritait ça. Il méritait ça parce qu'il y a des héros du quotidien dont on ne parle pas et qui sont quelquefois beaucoup plus utiles que des gens qui prétendent gravir les échelons ou atteindre des sommets et ne pas correspondre forcément aux valeurs de leur vie. Alors chaque ouvrage a bien sûr sa saveur particulière, et quand on crée un tel ouvrage, une vie des lieux, on en sort comment? Parce que là, Mal. Je m'en doute, il doit y avoir plein d'émotions. Ah, ouais. Parce que c'est vrai qu'un livre, voilà, je ne sais pas combien de temps vous avez mis à l'écrire. Joël, c'est une très bonne question. Mais à la fin, je ne vivais plus que dans ce roman. Je ne vivais plus que lui. Même quelquefois, je m'auto-censurais parce que je sais qu'il avait vécu des choses, mais je dis est-ce que le lecteur il va pas croire que c'est exagéré, etc. Donc voilà, après j'ai transformé des choses. Bon, il y a des personnages qui se croisent mais qu'il n'a pas croisé dans sa vie. Mais c'est vrai que quand on écrit ce genre de roman, il y a un moment où on est à la fois satisfait de l'avoir fini, mais on regrette de le quitter, quoi. Moi j'aimais bien, oh non, il n'y aura pas de suite. J'aimais bien être avec Elio parce que je partageais vraiment ce qu'il avait vécu et ce qu'il vivait. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, parce qu'après, quand c'est sa propre vie, quand c'est des textes que l'on écrit, quand j'ai écrit Jour de rentrée, La sauterelle bleue, tout ça, je me faisais plaisir. Là, j'avais une certaine douleur à l'accompagner, quoi. Voilà. Oui, parce que ça peut amener à dépendre de votre histoire personnelle, la grande histoire, la famille. Après, on a fait des parallèles avec la situation actuelle, donc il faut arriver à gérer tout ça. Hein. Ouais, on fait des recherches également. Oui, c'est des heures et des heures de recherche. Donc du coup, on est vraiment imprégné. Ah oui, tout ce que chaque page, il y a un effort de recherche, c'est-à-dire Postua, le village, j'ai beaucoup recherché sur les familles, j'ai reconstitué son arbre généalogique, j'ai reconstitué la vie de chacun des membres de sa famille, j'en ai éliminé dans sa famille, et c'est pour ça que c'est un roman. Voilà, il avait un frère qui est devenu très célèbre, lui aussi, mais je l'ai éliminé parce que je ne voulais pas que ça contrarie le personnage principal. Voilà, c'est beaucoup de recherche en roman, ça peut pas être quelque chose qui est au-dessus de la réalité. Enfin, c'est une part de soi-même qu'on met dans le roman, et on ne met pas forcément que des choses fausses ou inutiles. Alors le mot roman, ça permet de mêler les personnages. Voilà, c'est l'avantage. Et des personnages qui ont vécu pas à son époque peuvent se retrouver dedans sans que ça choque. Mais c'est pas un récit, quoi. Voilà. Pas du journalisme, quoi. Bien sûr, c'est notre aspect de votre vie. On va faire les vies de journalistes. Et également, alors, c'est vrai qu'on a précisé tout à l'heure, alors cet ouvrage est malheureusement épuisé pour le premier on peut le commander. Comment on peut faire alors, chez les libraires, chez tous les libraires, on peut le commander. Il est répertorié sur toutes les plateformes, il est recommandé. Il est commandé, mais comme il y a eu beaucoup de précommandes du livre, et que le Covid a beaucoup contrarié la sortie du livre, puisqu'il a quand même 2 mois de retard, voilà, c'est compliqué. Oui, j'ai eu plusieurs dates de sortie. Oui, c'est compliqué. Moi, on parle toujours des auteurs, on parle toujours des librairies, mais ceux qui souffrent actuellement, et moi je voudrais me penser pour eux, c'est les éditeurs. Parce que les éditeurs, ils ont des contrats, des engagements, ils n'ont pas pu sortir les livres. Je pense au bord de l'eau, qui a sorti le livre sur Jean Lévesque. Oui, mais je veux dire, ils ont tous des difficultés. Or, on oublie qu'un auteur, c'est bien. C'est vrai, c'est bien d'être auteur, mais s'il n'y a pas l'éditeur derrière, vous restez avec votre livre de chevet dans le tiroir. Donc, eux, ils courent des risques. Et là, il a couru des risques parce que l'imprimeur s'est mis encore, enfin bon, peu importe. Donc, on avait fait un tirage rapide pour tenir la date du 9 décembre. Et là, actuellement, on peut le commander sans risque, mais si ça durera, peut-être il y aura des livraisons, à mon avis, vers le 10 janvier, pas avant. Quoi. Bon, ce sera un cadeau pour les épreuves, hein, à défaut à défaut de Noël. De commander. Alors c'est vrai que la période, on va en dire quelques mots, n'est pas favorable pour le contact humain direct, parce que vous aimez bien aller à la rencontre de lecteurs connus, inconnus. C'est impossible maintenant. Et là, parfois des choses, voilà, c'est un aspect que vous aimez bien, ça permet d'échanger. Oui, mais ça, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable dans la vie. Et ce que je disais encore tout à l'heure avec la personne qui m'accompagne, mon drame actuellement, c'est que cette année 2020,
sera là un coup terrible porté au lien social. Je suis persuadé que Colline expliquait tout à l'heure là comment on va faire du compostage et des choses comme ça. J'ai entendu un mot qui m'a frappé, il faut 5 personnes. Ben, 5 personnes, on les trouvait. Je ne suis pas persuadé que quand on aura retrouvé un rythme de croisière, il y ait le même engouement pour retrouver. Alors au début, ça va être un peu mais après, les gens ont pris d'autres habitudes. Et les auteurs, sans le lien avec le public, moi je dis aux gens, mais je vous le donne le livre, à condition que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que c'est ça qui est important, c'est le retour que l'on a. Autrement, qu'est-ce que vous voulez que ça... Bon, vous avez fait plaisir, mais voilà, le lien, le salon, les signatures, tout ça, c'est... Oui, et puis l'échange, hein, chacun qui L'échange, a chacun sa lecture. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, ah ouais, mais je suis espagnol, ben, les camps, mon père, il était dans le sud de la France, du côté de Perpignan, voilà. Donc, il y a des gens qui se retrouvent, mais si les gens ne se retrouvent pas dans votre livre, bon, vous faites plaisir, vous tenez votre journal intime, quoi. Voilà, donc c'est vrai que d'ici la Là, c'est dur, hein, c'est dur. Il y a des lieux, mais vous maintenez quand même le lien, hein, toujours à l'écriture. Toujours à l'écriture. Voilà, donc il y a votre page Facebook et il y a une page d'ailleurs dédiée à ce roman Les Feuilles des Dieux. Oui, parce que j'ai voulu montrer que sortir un livre, c'était pas facile, justement, et cette phase a commencé au mois de mars. Et voilà, les gens ils croient qu'un livre ça naît comme ça, là, avec un claquement de doigts. Voilà, donc le deuxième tirage va permettre peut-être de rectifier d'ailleurs des choses qui ne sont pas bien dans ce livre-là, dans la mise en page. Mais peu importe, un livre c'est quelque chose de vivant, ça ne peut pas rester. Si ça sert à caler le pied de la table, bon, autant donner un morceau de bois à la place. Pour la métaphore, voilà. La maison d'édition, oui, c'est bien toujours. La maison parce que vous parlez des éditeurs, mais il faut rendre à votre éditeur. Des livres des auteurs, et c'est AMH Communication qui accompagne le livre à la Ciotat. Je l'ai choisi, alors j'ai eu beaucoup de propositions, j'ai eu 9 propositions pour ce livre. Je l'ai choisi à eux uniquement parce que j'ai demandé à chaque éditeur de me dire ce qu'il en pensait et pourquoi il le voulait. Et il y en a un qui a été terrible, j'aurais pu le prendre, c'est une grande maison nationale, hein, mais je lui envoie le livre le lundi, le mercredi, il me dit je le prends. Je lui dis mais vous l'avez lu avant de savoir? Il me dit non mais je le prends. Mais je lui dis non, ça ne m'intéresse pas, parce que si vous le prenez pour le mettre au milieu de tous les autres sans que ça intéresse. Et là j'ai trouvé quelqu'un qui m'a écrit en me disant ben moi votre livre m'a passionné, voilà, il m'a dit pourquoi, et j'ai dit ben, c'est lui que je prends, voilà. Je ne l'ai pas choisi parce que les conditions étaient meilleures, je m'en fous. D'ailleurs, entre parenthèses, les droits d'auteur sont pour la CIMAD, puisque je donne tout l'argent de ce livre à la CIMAD, parce que voilà, j'ai un lien particulier. C'est encore l'implication, la voilà, que vous avez. Voilà, je le donnerai. Mais, donc je ne l'ai pas choisi pour la rentabilité, mais c'est parce que le seul qui avait lu le livre. Parce que les autres, ils le prennent, mais ils ne le lisent pas, donc ça n'a aucun intérêt. Alors Jean-Marie, souvent quand on vient de parler d'un roman, on demande toujours est-ce qu'il y a un autre roman ou un essai, je ne sais pas, qu'un autre, parce que vous écrivez beaucoup, hein, vous avez toujours... Tu m'as demandé ça la dernière fois, je t'avais dit qu'il y avait un autre. Oui, je n'ai pas réécouté. Je l'avais dit que je reviendrai pour un autre. Mais là je pense qu'il y en aura un, ouais. Il y en aura un, mais c'est comme le fruit sur l'arbre, il faut que ça mûrisse. Là. C'est la nuit que ça mûrit, quelquefois je dis je vais le faire. Je pense que ça se passera en Amérique du Sud. Ça sera aussi une histoire vraie. Quelques indications. Voilà. En tout cas, Jean-Marie, merci beaucoup. Hein, c'est toujours agréable de vous recevoir. Voilà, il y aura certainement chanter les mémoires avec un format. On va tout repartager bien sûr sur la page Facebook. Et là, les chansons, l'association voilà. Le secteur de la culture a été créé.